Madame, monsieur, bonjour. Maire de Mérignac, ancien sénateur, ancien patron des socialistes en Gironde, Alain Ziani est également depuis juillet dernier le nouveau président de Bordeaux Métropole. Quelles sont ses ambitions pour les 800 000 habitants de l'agglomération bordelaise en termes d'emploi, de transport, de logement, d'écologie? Comment gère-t-il la transition politique? Comment gère-t-il la crise sanitaire? Quels sont ses grands projets? Alain Ziani est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Alain Ziani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez été élu président de Bordeaux Métropole le 17 juillet dernier, donc vous êtes à la tête d'une grosse structure. Vous gérez un budget de 1,750 milliard d'euros. Quels sont vos premiers constats depuis que vous êtes arrivé à la tête de la métropole? C'est effectivement une grosse machine que je connaissais puisque j'étais le premier vice-président avant cette élection. Donc j'ai quand même une petite expérience de la machine communautaire ou métropolitaine aujourd'hui. Ce qui me surprend le plus, c'est au fond la force, la puissance de la métropole, mais en même temps son absence de terrain. C'est une grosse machine qui est quand même très déconnectée du terrain. C'est-à-dire que si vous demandez à un habitant où se trouve la métropole, je ne suis pas sûr que l'habitant vous réponde, ça se trouve à Mériadeck. Donc nous sommes encore de grands inconnus. Absence de reconnaissance physique, mais est-ce que les habitants sont susceptibles de décrire quelles sont les missions de la métropole? Vous êtes amené à leur rappeler ça régulièrement? J'ai envie de leur dire, à chaque fois que vous montez dans un tramway, à chaque fois que vous montez dans un bus, quand vous regardez aussi des constructions, quand vous regardez les parcs et les jardins, quand vous voyez un certain nombre de développements économiques, c'est la métropole. Voilà. La métropole est dans votre vie quotidienne. Voilà. À peu près tous les jours, en sortant de chez vous pour aller à votre travail et en rentrant, vous allez rencontrer forcément des compétences de la métropole. Donc tout ce qui est mobilité, transport en commun, tout ce qui est une partie du développement économique, il y a également la région, tout ce qui est propreté, tout ce qui est habitat. Donc vraiment, c'est des chantiers tout à fait majeurs. Donc c'est considérable. Puisque vous avez également, je l'ai dit en début d'émission, cette casquette de maire de Mérignac. Mérignac, c'est la 3e ville d'Aquitaine. Quelles sont les différences justement dans votre quotidien en tant que maire et président de métropole? Par moments, ça se chevauche? C'est des fonctions en fait qui sont très différentes. Un maire, vous connaissez l'expression, il est à portée d'engueulade. Et moi, je trouve ça bien. Vous allez sur un marché, vous vous faites engueuler. Un président de la métropole, c'est au fond une tour d'ivoire. C'est une tour d'ivoire, la métropole? Il y a le risque. Il y a le risque. Moi, je passe beaucoup de temps entre mes 4 murs, avec des dossiers qui sont épais comme ça, avec des sujets extrêmement compliqués. Est-ce qu'il faut faire un pont? Est-ce qu'il ne faut pas faire un pont? Comment on améliore la fréquence du tramway? Comment on améliore la rénovation énergétique? Comment on fait de la transition écologique? Avec de très gros dossiers. Mais on a une tendance à devenir un expert et pas forcément une personne en contact avec les citoyens. C'est ça qui me surprend peut-être le plus. C'est là où votre expérience de maire, j'imagine, est utile pour aller justement développer des projets de terrain. On va revenir sur ces projets et comment faire évoluer cette métropole. Un mot sur la politique, tout d'abord, concernant Bordeaux Métropole. La métropole a été pilotée sous une forme de cogestion pendant des années, pour ne pas dire des décennies. D'ailleurs, vous en avez bénéficié, vous avez participé à cette vie-là, puisque vous étiez le premier vice-président de la métropole précédemment. C'était un contrat de cogestion, droite-gauche. Ce n'est plus le cas depuis que vous êtes élu, depuis que Pierre Urmic est maire de Bordeaux. Est-ce que vous avez regretté cette situation? Non. Il y avait pour moi 2 impératifs. Le premier, c'était de tenir compte de la réalité. Et la réalité, c'est que Bordeaux a basculé. Et on ne peut pas faire comme si Bordeaux n'avait pas basculé. Est-ce que vraiment on pouvait faire une métropole de Bordeaux sans Bordeaux? Ma réponse a été non. On ne peut pas faire la métropole de Bordeaux sans Bordeaux, donc il fallait évidemment inclure vous n'étiez pas en mesure de convaincre Pierre Urmic là-dessus. Pierre Urmic, je pense qu'il avait pris des engagements qui étaient très forts, et donc il ne voulait pas les renier, c'est à son honneur. Mais après, j'avais un autre impératif qui est qu'on ait une intercommunalité. Et donc, il fallait associer tous les maires. Et donc, ce que j'essaye aujourd'hui de faire, c'est à la fois avoir des orientations qui sont précises, qui sont parfois en profonde rupture avec ce qui a pu se passer pendant des années, mais en même temps aussi de maintenir un lien avec les maires et de dire aussi aux maires, pour moi, il n'y a pas de maire de gauche et de droite, il n'y a pas de commune de gauche et de droite. Tous les habitants d'une commune ont le droit au même service et à la même reconnaissance de la métropole. Pour l'instant, est-ce que ce clivage existe de manière un peu plus tranchée que précédemment, le clivage entre l'opposition et vous? Oui, il existe parce que, en fait, il existait avant. Mais avant, tout se réglait
la chambre discrète du bureau. C'est-à-dire que sur un sujet comme par exemple l'eau, on a toujours, nous, été partisans d'une régie de l'eau, d'exploiter directement l'eau. Et Alain Juppé était, lui, pour une délégation de service public. On le savait, on connaissait nos différences, on les acceptait. Il y avait un vote au Conseil de la métropole, il y avait une majorité et une minorité qui se dégageaient, et chacun accepte à ce moment-là la position de l'autre. Donc il y avait déjà des divergences, mais elles n'étaient pas exprimées publiquement. Alors, je ne vous apprends rien, Alain Juppé n'est plus là, Nicolas Florian non plus d'ailleurs. Comment donc se passe aujourd'hui la relation entre le président de la métropole, c'est-à-dire vous, et le maire de Bordeaux, Pierre Urmic? C'est une relation, je crois, de confiance. D'abord, Pierre Urmic qui est aujourd'hui vice-président de la oui, métropole. tout à fait. C'est une relation de confiance. On se connaît déjà depuis longtemps, puisque tous les deux, nous avons été avocats, et ça nous a appris un certain nombre de réalités aussi. Et puis, moi, je comprends tout à fait que Pierre Urmic veuille à Bordeaux mener sa politique, qui est une politique très forte en matière de transition écologique, et je l'accompagnerai. Voilà, mon engagement, c'est de l'accompagner. En même temps, je comprends aussi que Bordeaux n'est pas toute la métropole. Et ce que l'on fait à Bordeaux, il n'est pas évident qu'on puisse le faire à Bruges, à Ambarès, à Saint-Vincent-de-Paul ou à Saint-Aubin. C'est des réalités complètement différentes. Donc mon rôle, c'est au fond de garantir qu'on puisse s'occuper de toute la métropole, de tous les habitants de la métropole, que Pierre Urmic et les Verts fassent ce qu'ils ont envie de faire dans la ville de Bordeaux, mais quand c'est les compétences de la métropole, j'y mets quand même mon nez, mais qu'ensuite, après, que dans d'autres endroits, on puisse appliquer des visions différentes ne me gêne pas du tout. Oui, justement, la ville Je crois de que c'est la Bordeaux richesse de la métropole. compte énormément. Lorsque Pierre Urmic fait des choix, notamment en termes de transport, on va en reparler dans cette émission, dans la ville de Bordeaux, ça peut impacter le reste de la métropole. Est-ce que parfois c'est compliqué pour vous d'assumer les choix de Bordeaux et de Pierre Urmic? Non, parce que j'ai cette règle qui consiste à dire le suffrage universel s'est exprimé à Bordeaux. Il s'est exprimé en faveur d'une majorité aujourd'hui qui est une majorité avec des orientations très précises. Je dois respecter ça. Mais je vous le redis, je dois aussi respecter les autres expressions populaires qui ont eu lieu dans les 27 autres communes de la métropole. Mais je dois regarder ce qui se passe à Bordeaux. Si on fait des aménagements cyclables, par exemple, à certains endroits qui mettent ensuite après des embouteillages partout dans les autres villes, c'est mon rôle de le dire au maire de Bordeaux en disant « bon, je comprends bien ce que vous voulez faire, mais en même temps, regardez les conséquences pour les habitants des autres communes, et nous sommes une entité ». Et Pierre Urmic a toujours été d'ailleurs avec une vision supracommunale. Donc je lui dis, la supracommunalité fait que nous devons aussi, en matière de mobilité, prendre les intérêts des uns et des autres en considération et avoir une politique beaucoup plus diversifiée que celle qu'on peut appliquer sur un seul territoire. Et à ce stade, après 3 mois et demi de présidence, est-ce que vous avez déjà eu à arbitrer des conflits? Est-ce que vous avez eu des bras de fer avec Bordeaux? Non, parce que franchement, on a des discussions entre nous, avec Clément Rossignol également, qui est le président du groupe des Verts à la métropole. Et qui est on a maire de suffisamment Bègles. de confiance. Parfois, ça frotte un peu. Parce que, par exemple, sur la vision du développement économique, c'est évident qu'on n'a pas tout à fait la même. Moi, je suis pour le développement, l'innovation et l'emploi. Je crois que les Verts le sont aussi, mais d'une autre façon, sans doute. Moi, je suis sans doute beaucoup plus, volontariste sur ces sujets que ne peut l'être Europe Écologie Les Verts. Pour terminer sur ce chapitre de la mairie de Bordeaux, même si on pourra reparler de tout ça en cours d'émission, un mot sur le début de mandat de Pierre Urmic à Bordeaux. A-t-il commis des faux pas depuis ce début de mandat? Je trouve qu'on est injuste avec lui. Voilà. On est injuste, on prend une anecdote, on prend un détail, on prend un écart de langage, et on en fait un portrait et on en fait une politique. Ce que Pierre Urmic est en train de faire à Bordeaux, ça dépasse quand même le lapsus, où ça dépasse l'anecdote. C'est quelque chose qui pourra ne se juger que dans quelques années. Donc laissons-lui du temps. Laissons au maire de Bordeaux le temps de faire ses preuves, et vous verrez qu'il a toutes les capacités pour le faire. Alors, autre sujet abordé dans cette émission, la crise sanitaire, bien évidemment, liée au coronavirus. Quelles sont les conséquences de cette crise aujourd'hui sur l'activité économique de la métropole? Je ne vais pas dire qu'on est dans le chaos, mais qu'on peut le devenir. Aujourd'hui, on n'est pas dans le chaos parce qu'il y a des aides importantes de l'État, il faut le souligner. Qu'on soit en désaccord ou pas en désaccord avec le gouvernement, il faut souligner que les aides sont importantes et très diversifiées. Mais on voit bien que quand il faudra rembourser les différents emprunts de l'État ou d'autres emprunts, là, vous allez avoir un boulet de dette au pied des entreprises, et ça risque d'obliger ces entreprises à fermer. C'est ce que je crains. Aujourd'hui, les cessations de paiement sont en augmentation,
Elles Vous seront avez des encore... chiffres, vous avez un regard avec des chiffres précis sur la On métropole? avait 4%, on avait 4% début septembre, mais là, on avoisine les 20% maintenant. Donc ça devient beaucoup d'augmentation. Donc ça devient très important. Et ce que je crains, c'est à partir du mois de mars et dans le second semestre de l'année 2021, là où il va falloir rembourser. Donc vraiment, on a cette difficulté. On voit bien aussi qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont à l'arrêt, même si moi j'ai donné des instructions à la métropole pour qu'on maintienne le rythme des chantiers, maintienne la commande publique. Mais notamment les restaurateurs sont très impactés. Les restaurateurs aujourd'hui ne peuvent avoir aucune recette. Ils ont encore des charges. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir. Donc il faut vraiment qu'il y ait un plan pour les restaurateurs. L'État a fait un plan avec quand même 10 000 euros, ce qui n'est pas simple. Nous avons également un plan. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut tout couvrir? Et je dis que malheureusement, nous aussi, on a des difficultés de finances publiques et que toute cette crise nous coûte cher, diminue notre recette et augmente nos dépenses. Et donc, je suis aussi le garant de la bonne gestion publique de la métropole. À ce stade, que pensez-vous justement concernant les commerces de proximité? Faut-il ouvrir ces commerces de proximité le plus vite possible? Vous savez, c'est facile de dire et c'est difficile d'emporter la responsabilité. Moi, je voudrais être responsable. Je souhaite que les commerces de proximité ouvrent le plus vite possible, mais dans la plus grande des sécurités sanitaires. Vous voyez, ça paraît une langue de bois quand je dis ça, mais en fait, c'est quand même profondément vrai. Oui, il faut, parce que sinon, il va y avoir des catastrophes économiques, mais en même temps, si on continue à avoir 400 morts par jour, ça va rassurer personne. On est aujourd'hui entre 400, 500 morts, 300 peut-être certains jours. Il faut faire quelque chose. Quand on a ça, on ne peut pas laisser aller. Et donc, on est obligé de prendre des mesures extrêmement forte dans l'attente du vaccin qui, heureusement, va arriver plus vite que prévu. Donc, il faut aider ces entreprises. Il faut lâcher aussi. Ce qui n'allait pas, c'est lorsqu'on disait, finalement, on peut aller dans une grande surface, acheter un certain nombre de marchandises, mais on ne peut pas aller dans sa boutique du coin. Ça, c'était une inéquité profonde, comme on le voit avec le Black Friday, par exemple. Donc, alors ça, j'imagine que le maire de Mérignac a dû en entendre parler lorsqu'il se promène dans ses rues. Bien sûr, bien sûr. Il faut de l'équité en toute chose. Il faut aussi peut-être assouplir un peu, mais avec un système simple de rendez-vous. Vous allez acheter quelque chose, vous allez même chez votre coiffeur avec un rendez-vous précis, et donc vous limitez tout à fait les risques de contamination. Autre dossier important, qui sera certainement un point très important de votre mandature, le dossier des transports dans l'agglomération. On sait tous que c'est un point difficile à Bordeaux et dans les communes autour. Est-ce que ce sera d'ailleurs votre dossier prioritaire, ça, pendant les 6 ans à venir ? Je crois que c'est le dossier qui s'impose comme une priorité. Voilà, il ne nous donne pas le choix. Je dis souvent, et ce n'est pas toujours apprécié parce que c'est mal compris, que nous avons un échec collectif en matière de politique de mobilité. Comment dire le contraire ? Tous les ans, on dépense 400 à 500 millions sur le budget que vous avez rappelé d'1,7 milliard. Donc c'est des sommes tout à fait considérables. Et en même temps, on est toujours classé comme étant la 3e agglomération la plus embouteillée. On ne peut pas dire que c'est une réussite. Et on ne peut pas dire non plus que rien n'a été fait. Pendant des années, les équipes qui se sont succédées à la métropole ont fait beaucoup. Sauf qu'on a été dépassé par l'attractivité de la métropole. Moi, je crois que c'est ça. En fait, on a toujours plus de population, toujours plus d'entreprises, et à un moment donné, évidemment, ça bouchonne au sens presque concret du mot. Et donc, on a été dépassé par notre succès, par l'attractivité de la métropole. Et donc, c'est une responsabilité collective. Aujourd'hui, regardez, on est une des rares agglomérations à encore ne pas avoir terminé la 2 fois 3 voies, par exemple, pour la rocade. On est une agglomération avec un tramway qui arrivait plus tard que les autres. On est une agglomération où les pistes cyclables ont été vraiment, pendant très longtemps, n'ont pas été une priorité. On n'a pas suffisamment de ponts. On est l'agglomération qui a le moins de ponts, peut-être, de alors toutes les... Alors, vous venez d'aborder plusieurs chapitres que là, j'aimerais développer. Bon, concernant le tramway, tout d'abord, il existe depuis un certain nombre d'années. Certains disent qu'il est déjà dépassé, mais des communes de l'agglomération demandent l'arrivée de ce tramway. Je pense à Gradignan, je pense à Saint-Médard-en-Jalles. Vous avez pris position pour dire qu'a priori, ce ne serait pas possible. Mon souci, c'est de faire le mieux possible avec l'argent que nous avons. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, presque un demi-milliard quand même, de dépenses et des besoins qui sont considérables. Le tramway, c'est 20 millions le kilomètre. Plus vous amenez le tramway loin, et plus ça vous coûte cher. Est-ce que tout ça est raisonnable ? C'est une discussion qui est engagée. Je ne donne pas pour l'instant de réponse. Et on va avoir un schéma des mobilités qui va être adopté au printemps prochain. Mais il faut qu'on regarde ça. Est-ce qu'il vaut mieux pas parfois avoir des bus confortables ? Bien sûr, la question du confort, de la régularité du bus et donc de la fréquence du bus est extrêmement importante. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir ça plutôt qu'un tramway ? Vous savez, vous avez un tramway, il tombe en panne. C'est parfois tout le réseau qui tombe en panne. Et quand il tombe en panne, qu'est-ce que vous faites ? Rien.
Si vous avez un bus qui tombe en panne, vous injectez un autre bus et vous Pour assurez bien la comprendre, c'est continuité du plutôt service. l'idée que vous allez développer, c'est-à-dire de stopper là le chantier du tramway, le développement du tramway, et plutôt développer les bus. C'est votre souhait, vous, personnellement? Tout doit être soumis à la concertation, à la discussion. Mais je pense que l'ère du tout tram est terminée. D'ailleurs, je pense une chose assez simple, c'est qu'il n'y a plus un outil unique de la mobilité. On ne trouvera pas les solutions de la mobilité uniquement en disant on fait du tram, on fait du vélo, on fait du téléphérique, on fait du RER métropolitain. Non, ça, c'est pas vrai. En fait, il y a 36 besoins et il faut donc 36 réponses. Parmi les besoins et puis parmi les moyens de déplacement qui apparaissent de manière assez forte dans Bordeaux et l'agglomération, c'est le développement du vélo. Il faut que le vélo trouve sa place dans la cité. Et donc l'objectif, c'est de faire de la place pour les vélos, les cyclistes, et donc au détriment d'autres choses. L'objectif, c'est d'essayer de concilier les inconciliables. Si vous dites à une mère de famille, à une personne âgée, écoutez, voilà, pour vous déplacer, il suffit de prendre votre vélo, vous allez avoir une mauvaise réaction. Ils vont dire, mais vous n'y comprenez rien, c'est pas la vraie vie, ça. Donc il faut qu'on ait des solutions adaptées à chacun. Je crois qu'on a été en retard sur les pistes cyclables et des pistes cyclables sécurisées. Moi, ce que je vois, c'est que par exemple, si je vais à Montdésir, entre Bordeaux et Mérignac, c'est une folie, c'est suicidaire. On ne peut pas envoyer les gens vraiment avec des risques accidentogènes considérables. Donc il faut qu'on sécurise là. Il faut qu'on ait des pistes aussi avec une grande continuité cyclable qui permettent aux gens de prendre leur vélo. Mais il faut également aussi respecter la voiture parce que on le voit bien, quand dès l'instant qu'il pleut, dès l'instant qu'il fait mauvais temps, vous allez voir beaucoup plus de voitures et beaucoup moins de vélos. Donc il y a une réalité à laquelle il faut que nous soyons sensibles. Mais développons le vélo. C'est vraiment excellent pour la congestion, évidemment, de notre ville. C'est excellent également pour la santé. Donc moi, je suis un fervent partisan du vélo, mais plutôt comme on voit à Copenhague, c'est-à-dire une ville entièrement repensée pour le vélo, et plutôt que là, on fait un peu du sparadrap, quoi. On met des petites solutions les unes à côté des autres, parce qu'évidemment, il est difficile de repenser toute une ville. Ce que l'on fait aujourd'hui, quand vous faites un prolongement du tramway ou d'un bus, eh bien, tout de suite, vous pensez faire une voie sécurisée pour les vélos et une voie sécurisée pour les piétons. Tout cela, allez, je vais en prendre un mot qui va peut-être être un peu dérangeant, mais au détriment des automobilistes. Est-ce qu'aujourd'hui, les automobilistes sont pointés du doigt dans l'agglomération, et notamment Moi, à je ne Bordeaux? le souhaite pas. Je l'ai dit, là aussi, c'est pas compris, que je ne veux pas d'une guerre entre les cyclistes et les automobilistes. Les automobilistes, ils sont très simples, ils sont comme chacun d'entre nous. Ils prennent la solution qu'on leur propose. Il faut qu'on propose des alternatives à la voiture. Si vous habitez tout proche d'un transport en commun, vous descendez de votre immeuble, vous prenez le transport en commun. Ça va marcher. Vous n'allez pas avoir besoin de prendre votre véhicule. Si maintenant, en descendant, il faut que vous fassiez je ne sais combien de kilomètres pour aller prendre un transport en commun, ou bien un vélo pour faire de grandes distances, vous ne le ferez pas et vous prendrez votre voiture. Offrons des alternatives. Un point noir en termes de transport sur l'agglomération, c'est le pont Simone Veil qui est donc à l'arrêt depuis plusieurs années maintenant suite à des problématiques de chantier, dossier que vous connaissez bien et qui ne date pas de ces mois. Quel est le calendrier concernant la reprise des travaux et la mise en fonctionnement de ce pont? Voilà. D'abord, on a réglé tous les contentieux. Et c'est pas moi qui les ai réglés, c'est mon prédécesseur, Avec les Patrick Bobet. Il entreprises. faut lui rendre hommage. C'est lui qui a réglé ce contentieux. Aujourd'hui, tout est réglé. Donc, on va reprendre les travaux en avril prochain, en avril 2011. Et on aura une livraison. Moi, je suis toujours hésitant, mais je pense qu'on aura une livraison en avril 2021, bien sûr, en avril 2021. Et on aura une livraison du côté de 2024. Mais là, je suis très prudent sur les agendas, parce que mon expérience montre que quand on donne une date, elle n'est jamais respectée. Puisqu'on parle transport, un mot sur un projet que vous avez pu citer, un projet de téléphérique Oui. sur la Garonne. C'est quelque chose qui est sérieux, réalisable, sur lequel vous avez travaillé précisément? Oui, parce qu'il y a eu une mission d'abord qui a été voir des téléphériques qui fonctionnent, et notamment à Brest, il y a un téléphérique qui fonctionne bien. Le téléphérique, vous savez, tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire que pour relier la rive droite à la rive gauche, il faut éviter que le fleuve soit une rupture. Donc il faut qu'on arrive à réconcilier les rives avec le fleuve. Le téléphérique permet cela. Et le téléphérique, vous savez, ça peut permettre de transporter 10 000 personnes. Et 10 000 personnes par jour dans un téléphérique, c'est tout à fait significatif par rapport au tram. Donc c'est un projet qui pourrait exister quand?
Là, on lance ces études. Il y a 3 schémas, 3 possibilités. Il y en a une qui tient tout à fait la route, c'est entre Lormont et puis Achard à Bordeaux. Donc c'est sans doute le tracé qui est aujourd'hui qui réunit toutes les meilleures conditions, y compris les conditions économiques. C'est un projet qui coûte 20 millions aussi le kilomètre, mais il y a beaucoup moins de kilomètres que pour le tramway. Il y a des contraintes aussi qu'on peut regarder, notamment les contraintes UNESCO. Voilà, vous avez un téléphérique qui est dans le ciel, donc ça peut poser des agréments. Il faut qu'on pense bien aussi aux habitants qui sont en dessous, mais c'est vraiment une solution. Il nous reste assez peu de temps dans cette émission et les thèmes sont nombreux bien évidemment. Quelques mots sur l'activité de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac qui est donc sur votre commune, aéroport qui souffre énormément de la situation actuelle puisque le trafic a énormément diminué bien évidemment. Vous êtes inquiet? Quels sont les risques pour l'aéroport? Là, aujourd'hui, il y a moins de 40%, 30% de trafic. Donc c'est vraiment un lourd handicap pour nos habitants, un lourd handicap pour notre économie, pour les emplois. Il y a des sous-traitants qui ferment aujourd'hui, hein. Les grandes boîtes s'en sortent, mais les sous-traitants, eux, sont vraiment en grande difficulté. Moi, j'ai quand même une conviction, c'est la conviction qui est partagée dans le monde entier d'ailleurs, hein, c'est qu'il faudra 3, 4, 5 ans pour retrouver le niveau initial. Mais qu'on retrouvera le niveau initial. Aujourd'hui, une des difficultés... Vous pensez que c'est souhaitable de retrouver l'activité qui Bien existait sûr, précédemment bien sûr, avec bien les sûr. low cost notamment? Bien sûr, avec une aéronautique qui change. Voilà. Il ne faut plus l'aéronautique de papa qui ne s'occupe pas des nuisances à la fois pour les habitants et des nuisances pour l'environnement. Il faut une aéronautique moderne. Et une aéronautique moderne, c'est des avions verts. Alors, on parle beaucoup de l'hydrogène vert, mais ce n'est pas avant 2035. Mais avant 2035, il y a beaucoup de solutions aussi pour réduire considérablement les pollutions et pour faire de l'aéronautique aussi ce moteur industriel dont la France a besoin. Un mot également sur la 5G. Ouais. La 5G qui est depuis quelques jours en test dans différentes grandes villes en France, et notamment l'agglomération bordelaise, alors que l'agglomération bordelaise, Bordeaux Métropole, a demandé un moratoire. Pour autant, le réseau est testé à Bordeaux aujourd'hui. Ben voilà bien le paradoxe de notre pays, quoi. C'est-à-dire que les collectivités territoriales peuvent prendre des motions, peuvent donner des orientations. Et là, on a pris effectivement ce moratoire, d'ailleurs, qui allait bien au-delà d'un clan politique, hein. Ça a été vraiment un consensus presque général dans le conseil de la métropole. Et finalement, ce moratoire n'a pas d'effet concret, parce que la loi ne donne pas au moratoire ou aux décisions d'une collectivité territoriale une sorte de droit de veto. Donc eh bien, aujourd'hui, les opérateurs peuvent continuer comme si de rien n'était, et notamment comme si on n'aurait pas mieux fait d'attendre une étude sur la santé, il y en a, mais également une étude sur l'environnement. Ils peuvent, je le bien regrette comprendre, vraiment. ils peuvent tester cette 5G parce que là où il y a des pylônes, ils peuvent mettre Exactement, les antennes qu'ils souhaitent. C'est bien ça, l'opérateur même si aujourd'hui les décisions Tout à fait. politiques vont à l'encontre de cela. Il ne nous demande pas notre avis, c'est-à-dire que vous avez un pylône qui existe déjà avec la 4G, demain il peut mettre la 5G, et en fait même quasiment vous allez ne pas vous en apercevoir. Donc on n'a pas le pouvoir de s'opposer aujourd'hui à la diffusion de la 5G, sinon un pouvoir moral, mais vous voyez comment il est traité. Il nous reste 3 minutes dans cette émission. J'aimerais qu'on parle un peu sport et infrastructure sportive. Le stade de Matmut, tout d'abord, qui évidemment ne voit pas beaucoup d'activité sur sa pelouse et dans ses gradins depuis quelques mois. Est-ce que la situation du stade Matmut vous inquiète? Ce qui m'inquiète, c'est la situation de tout le sport en Gironde et du football en particulier, et donc le support qui est le stade Matmut. En fait, il y avait eu une très bonne négociation du stade Matmut. Les collectivités territoriales, là, pour le coup, C'est un partenariat. C'est un partenariat public-privé, donc c'est important de le rappeler. Donc vous avez une compétence dans la gestion de ce club. Oui. Et certains disent qu'il a été trop bien négocié parce qu'en fait, il a mis une pression beaucoup sur les autres partenaires privés. Donc la SBA qui exploite le stade Matmut et puis les Girondins de Bordeaux qui en sont des usagers. Je comprends que la SBA aujourd'hui ait des déficits, mais bon, je veux dire, ils le savaient, c'est un peu aussi la règle du jeu. Bon. Quel est le montant du déficit du stade à l'heure actuelle? Là, pour la SBA, c'est c'est 4-5 millions. Bon. Donc c'est un déficit qui, pour leurs actionnaires, qui est difficile à supporter. Mais en même temps, c'est aussi la règle du jeu qui supporte les déficits. Mais je pense qu'il faudra faire des évolutions et que, par exemple, il faudra voir si les Girondins ne peuvent pas prendre davantage de place. Aujourd'hui, il y a une partie sportive qui est accordée aux Girondins, une partie non sportive qui peut être accordée à d'autres. Il faut voir si les Girondins ne peuvent pas regrouper l'ensemble de ces activités. Je crois qu'il y a une nouvelle économie qui est possible. Pierre Urmic souhaitait la vente de ce stade. C'est votre souhait oui, également? Oui, mais vous savez, pour vendre, il faut avoir un acheteur. Est-ce que vous voyez un acheteur demain du stade ?
Et puis pour vendre, c'est aussi casser un certain nombre de contrats. Et si on casse beaucoup de contrats, ça va revenir très cher à la collectivité qui devra indemniser la SBA, les Girondins, mais également les banques qui ont permis le financement de cette opération. On vient de parler du stade, évidemment, il y a des équipes qui pratiquent. On a parlé des Girondins, on peut parler de l'UBB également. Ces équipes qui pratiquent dans des stades vides avec un championnat perturbé, ça vous inquiète également, et sportivement et presque philosophiquement en fait. Oui, c'est... Alors, moi, je pense que le sport existe sans le sport-spectacle. Bon. Mais en même temps, quand il y a du spectacle dans le sport, évidemment, c'est toute une autre alchimie, c'est une vraie magie. Mais là aussi, soyons patients, franchement. Bon, on est dans une crise du Covid, elle va durer. On en a vécu beaucoup des crises. Vous savez, il y a eu des guerres, il y a eu un certain nombre d'événements dans notre pays qui ont fait des désastres et qui ont causé des désagréments beaucoup plus longs et beaucoup plus durables que les désagréments que nous vivons aujourd'hui. Donc, apprenons à être patients. En quelques secondes, et c'est la dernière question, vous avez 6 ans devant vous pour gérer la métropole, 6 ans pour prendre des décisions fortes également. Quels seront selon vous les freins les plus forts que vous allez rencontrer ? Ben, ça va être le frein financier. Aujourd'hui, on dépense beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de recettes. Donc ça veut dire qu'on va augmenter l'endettement, qui était déjà significatif à terme à la métropole. Donc il faudra qu'on fasse face à cette quadrature en ayant un souci, c'est de ne pas augmenter l'imposition, voilà, ne pas augmenter la fiscalité. Merci Alain Gianni, merci d'avoir participé à Dimanche en politique. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.